Le commissaire de police de Djahaï perd son adjoint Alain Oundel est mort ce matin dans sa chambre 6 à la cité Karak. La police a ouvert une enquête, mais en attendant, le corps sans vie a été évacué à l'hôpital pour une autopsie. Début de dénouement dans l'affaire du meurtre du photographe Abdourazak Khan Malika. L'un des deux présumés tueurs et le receleur du portable volé ont été placés sous mandat de dépôt. Le deuxième meurtrier présumé est toujours activement recherché. Les concessionnaires réclament entre 4 et 6 milliards de francs CFA à l'UCG, l'unité de coordination des déchets solides. Un mémorandum sera écrit pour établir 7 à 8 mois d'arriérés de facture. Le chef de l'État dope les éleveurs 4 milliards de francs CFA pour la subvention de l'aliment de bétail. Une hausse pour, dit-il, relancer le secteur en proie à des difficultés. Les Lions du but soccer tombent les armes à la main. Défaite des joueurs de Ngalasila devant les Portugais 4-2. Le Sénégal n'a pas réussi l'exploit de se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. La page des sports, ce sera avec Abdou Diouf Junior. Le tour du web, Oumou Djeganyang. Nous serons dans le quartier vert d'Amadou Sabarba. Bonne santé, Nafissatou Sila. La chronique du jeudi, Abdoulaye Ndiaye. L'invité du soir, Mamadou Ousseinou Sarko, secrétaire général du ministère de l'élevage et des productions animales. Entretien sur la 6e édition de la journée nationale de l'élevage célébrée ce matin à Kael. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. La présentation à la technique Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'adjoint au commissaire de police de Djahaï a été retrouvé mort ce matin dans sa chambre à la cité Karak. Le corps d'Alain Oundled a été acheminé à l'hôpital pour les besoins de l'autopsie. Une enquête est ouverte. Meurtre du photographe Abdourazak Khan Malika, l'un des deux présumés meurtriers, et le receleur ont été placés sous mandat de dépôt. Le deuxième présumé assassin est toujours en fuite. Ce drame survenu mercredi soir à Pikine, rue 10, quartier Gazelle. Une bagarre a viré au drame avec la mort d'une dame atteinte par une pierre lancée par un des protagonistes. La victime, Ndeye Diagne, âgée de 75 ans, était en veuvage depuis 2 mois. Une personne a été arrêtée, l'autre a pris la fuite. La fille de la défunte est témoin de l'accident. Notre reporter l'a rencontré. Reportage Nongoka. C'est avec la gorge serrée que Khady Diop raconte les derniers moments qu'elle a vécu avec sa défunte mère. Elle se lève à l'aube pour se rendre au marché syndicat pour m'acheter des marchandises. Au moment où elle les étalait, je lui ai suggéré d'aller prier, chose que nous avons fait ensemble avant de revenir. Nous n'avons même pas vu ce qui se battait. Ce sont les enfants qui nous ont alertés et je leur ai demandé de ranger les couteaux car ils ont l'habitude d'en faire usage quand ils se bagarrent. La victime Ndeye Diagne, âgée de 75 ans, a eu le seul tort d'être au mauvais endroit et au mauvais moment. Hier, en début de soirée, Khady Diop, sur son fauteuil roulant, a observé impulsamment toute la scène de bagarre. Au moment où j'allais la répondre, surgissent les deux jeunes hommes qui se bagarraient. L'un d'eux entre dans la maison alors que ma mère tentait de me sauver. L'autre, muni d'une pierre, l'a lancé devant moi. Il s'appelle pas beaucoup. L'autre, j'ai entendu dire qu'on le nomme Ness et ma mère a perdu la vie sur le champ. Au quartier Gazelle, rue 10, le comportement de la plupart des jeunes est vivement décrié. Ça se passe toujours comme ça dans nos quartiers. Au quartier Gazelle, rue 10, le comportement de la plupart des jeunes est vivement décrié. Ça se passe toujours comme ça dans nos quartiers. Ils se bagarrent jusque dans nos maisons. Il faut qu'on nous aide. D'après les informations reçues, l'un des mis en cause est appréhendé au moment où l'autre est toujours en cavale. Nongaka Pikine, RFM. Amadou Ba, directeur de publication du quotidien LAS, et Hawa Bousso, rédacteur en chef, ont été convoqués à la DIC cet après-midi. Ils ont fait face aux enquêteurs de la division des investigations criminelles suite à une plainte de l'homme d'affaires Serine Boub qui conteste un article paru dans ce journal. Nous y reviendrons. Colette Senghor repose désormais au cimetière de Bel Air près de son époux
le président Léopold Sédar Senghor et de leur fils Philippe. La messe funèbre s'est déroulée à la cathédrale de Dakar cet après-midi. C'était en présence de l'ancien président Abdou Diouf et d'autres personnalités, mais la cathédrale n'a pas affiché le plan. Le compte-rendu de Pape Bess Diba. Le Sénégal fait ses adieux à Colette Senghor, mais Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a dirigé la messe citant l'apôtre Paul, rappelle que la mort n'est qu'un passage. Les parents proches, comme l'ancien président Abdou Diouf ou encore Moustapha Niasse, étaient tous là aux premières loges de la cathédrale de Dakar, qui, pour la circonstance, n'a pas fait le plein. Maître Augustin Senghor, membre de la famille, a une explication. Il faut placer tout dans son contexte. Je pense que ceux qui étaient proches, ceux qui se sentaient concernés, mais aussi certains Sénégalais qui tenaient à témoigner sont là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'on est quelques années assez éloignés de l'époque du président Senghor. Et beaucoup de jeunes de la nouvelle génération ne connaissent pas forcément très bien le président Senghor, a fortiori son épouse. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais apprécient à la juste valeur le rôle qu'elle a joué en tant qu'épouse, mais aussi en tant que première dame au Sénégal. Certains compagnons politiques de l'ancien président Senghor ont aussi tenu à prendre part à la messe. C'est le cas d'Alassane Dialy Ndiaye, ancien ministre. Tout le monde reconnaît les qualités énormes de modestie, d'intelligence sociale de Mme Colette Hubert Senghor. Et c'est pour l'ensemble de ces raisons que je suis venu ici. Je tenais à venir avec mon épouse assister à cette cérémonie qui est une fête d'adieu à la présidente Colette Hubert Senghor. Colette Senghor repose désormais au cimetière de Bel-Air près de son mari Léopold. Ainsi, la mort réunit le père, le fils et la mère. C'était le compte-rendu de Pape Bess Diba. Il est 22h passé de 8 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Joal Fadiouch. RFM 94.0, la radio en puissance. Parlons maintenant de la gestion des ressources naturelles. La loi sur le contenu local présente beaucoup d'insuffisances, parmi lesquelles la prise en charge de la question des transferts de technologie et les modalités de formation. L'annonce est du Forum civil qui estime que l'État doit revoir cette loi pour qu'elle puisse être profitable non seulement aux entreprises locales mais aussi aux citoyens. C'était lors du lancement du jeudi du 6 organisé par le Club des investisseurs sénégalais. Le thème retenu, la place du secteur privé national dans la loi sur le contenu local. Le compte-rendu d'Abdoulaye Diop. La loi sur le contenu local concernant la gestion des ressources naturelles présente beaucoup d'insuffisances. Des insuffisances à combler pour mieux servir les entreprises locales et les citoyens, selon Brahim Sek, coordonnateur du Forum civil. Il y a un certain nombre d'insuffisances. Il y a un besoin pour le gouvernement de prendre un acte, un décret ou bien un arrêté pour réglementer les modalités de transfert de technologie. Il y a également un besoin de prendre un texte pour réglementer les modalités d'utilisation des dépenses et des investissements. Il y a un besoin pour le gouvernement de prendre un texte pour réglementer les modalités de formation. D'autres problématiques sont aussi soulevées, notamment la création de la société sénégalaise et les traités bilatéraux. Dr Abdourahmane Diouf, directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais. Si on ne reconfigure pas la société sénégalaise pour dire que ça doit être une société majoritairement de capitaux et de dirigeants sénégalais, cela veut dire que n'importe quel étranger peut venir créer une société sénégalaise. Quand une multinationale arrive au Sénégal, elle n'y arrive pas en exploitant le pétrole et le gaz en se basant sur la loi sur le contenu local. Elle se base sur le traité bilatéral d'investissement que son pays a signé avec le Sénégal. La place du secteur privé national dans la loi sur le contenu local est le thème du premier jeudi du 6, objectif pour le Club des investisseurs sénégalais, régulariser les débats sur l'économie sénégalaise. Abdoulaye Diop, 6e édition de la Journée nationale de l'élevage à Kael. Les éleveurs ont soulevé le problème d'accès au financement et à des formations de qualité. Lors de la cérémonie officielle, le président de la République a annoncé une hausse des fonds destinés à l'alimentation du bétail qui vont passer de plus de 2 milliards à 4 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de Marema Diop. Kael, cette commune du département de Mbacké, a été le point de convergence de tous les acteurs du secteur de l'élevage.
l'élevage. Venus des 14 régions du Sénégal, les éleveurs ont profité de la tribune pour exposer devant le chef de l'État leurs véritables préoccupations. Le mémorandum sanctionnant les travaux lus par Aboukan. Nous sollicitons l'affectation d'au moins 50 000 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal, la réalisation de forages pastoraux et la formation de renforcement des capacités des acteurs. Nous soutenons la promotion de l'assurance agricole. Des doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, le président de la République Macky Sall décide ainsi de porter à 4 milliards de francs CFA l'enveloppe destinée à l'achat de l'aliment de bétail. Le fonds destiné à l'achat de l'aliment de bétail de 2,5 milliards de francs CFA, j'ai décidé d'une rallonge de 2 milliards de francs CFA, ce qui va porter cette enveloppe à 4,5 milliards de francs CFA. Je vous ai également entendu en ce qui concerne les forages pastoraux. Nous allons également travailler avec le ministère de l'Agriculture pour vous doter d'espace pour les cultures fourragères. Pour mieux inciter les Sénégalais à la pratique, Macky Sall a fait l'annonce de se lancer désormais dans l'élevage. Mariama Diop, Kayel, RFM. Les concessionnaires du nettoiement réclament le paiement de 7 à 8 mois de factures estimées entre 4 et 6 milliards de francs CFA. Ils en appellent au chef de l'État. Les concessionnaires comptent d'ailleurs lui remettre un mémorandum pour lui faire part de la situation difficile à laquelle ils font face. Youssou Yad, membre du collectif des concessionnaires du nettoiement avec Papa Bessediba. C'est le retard des règlements de facture. On est tenu, peut-être de se faire entendre, au moins qu'il y ait une réaction positive vis-à-vis de l'autorité. Est-ce que vous avez porté ces doléances auprès des autorités concernées? Justement, après la réunion, on a fait un mémorandum qu'on va adresser au président. Le président Macky Sall, au moins qu'on soit autour d'une table, parce que il a fait 3 fois appel du pied, il a dit que le pays est sale, or que les vrais acteurs, c'est nous, c'est les concessionnaires. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de peut-être ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on soit autour d'une table pour discuter sur la saleté dont il dit que le pays est sale. Le montant exact qu'on vous doit, c'est combien? Entre 6 à 7 millions. Je ne maîtrise pas actuellement. Après la réunion, j'ai entendu des gens qui ont dit des factures de 6 mois. Je ne peux pas évaluer le montant parce que chacun a sa facture interne. Mais de toute façon, on peut savoir le retard des règlements, mais le montant chiffré, peut-être ça va revenir autour de 3 milliards ou 4 milliards. Et on a demandé encore à voir le président parce qu'on n'a pas actuellement d'interlocuteur pour au moins décanter la situation par rapport au règlement. Du fait de nos engagements. C'était à l'instant Youssou Yad, membre du collectif des concessionnaires du nettoiement. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales menace d'aller en grève si l'État n'applique pas la fonction publique locale. Décision prise lors d'une assemblée générale à Rufisque, occasion pour les travailleurs municipaux de la vieille ville de dénoncer l'endettement au niveau des banques, l'absence de prise en charge médicale et de cotisations sociales. Compte rendu, Abdou Youf Diagne. La vie des travailleurs municipaux des différentes communes de Rufisque est loin d'être rose. Elles sont aujourd'hui étranglées par les banques. Fatoun est la responsable du synthèse à Rufisque. Surtout les difficultés de prise en charge médicale. Ça pose énormément de problèmes. Les salaires sont bas, les avances ne suivent pas, les heures supplémentaires ils ne sont pas payés. Les banques aujourd'hui, ils n'ont pas seulement des couteaux pour tuer, mais ils ont des sabres pour couper la tête des agents municipaux. C'est des gens endettés jusqu'à ne plus pouvoir payer. Seule la mise en œuvre de la fonction publique locale pourrait sortir ces travailleurs de cette précarité, estime Baïsou, secrétaire général départemental de la Fédération des travailleurs du Sénégal. Quand on migre de l'IPRES au FNR en faveur de la fonction publique locale, ce n'est que des avantages. Parce qu'on sait pertinemment que les retraités dans le comité local avaient des salaires dérisoires. Alors qu'avec les FNR, ils vont au moins percevoir le salaire de base, ce qui est un avantage non négligeable pour la jeune génération. Sidi Ndiaye va plus loin. Le président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales annonce une grève générale si l'État ne réagit pas. Nous avons déposé un bref de grève. Donc il est tout à fait normal de venir nous enquérir de la situation à Rufisque et de demander au travers de se mobiliser parce que nous allons engager
encourager la lutte. Donc vous l'avez vu, les camarades sont décidés, ils adhèrent entièrement à ce plan d'action et nous sommes prêts dans les jours des semaines à venir que si les lignes ne bougent pas concernant nos doléances, à aller en mouvement de grève, c'est-à-dire en grève générale sur l'ensemble du territoire national. Les membres de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales étaient en assemblée générale RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. RFM, la radio de toute l'actualité. Le mal-vivre des habitants de Ngoundiane dans cette commune du département de Thiès. La présence des carrières et des mines pollue l'environnement. Une situation qui commence déjà à avoir un impact négatif sur plusieurs activités comme l'agriculture et l'élevage. Les populations et les autorités locales se sont exprimées à l'occasion d'une visite du ministre de la Jeunesse qui inaugurait la maison des jeunes de Diack. Cher Anta Diop. Ngoundiane, les mines et carrières pullulent un peu partout. Pour Mbaye Dione, le maire de Ngoundiane, la dernière réforme de la patente devenue contribution économique locale pose problème. Avant la réforme de la patente, Ngoundiane recevait 250 millions de ressources propres. Après la répartition de celle qui l'a remplacée, Ngoundiane n'a reçu que 80 millions. J'ai 250 millions de ressources propres. Après la répartition de celle qui l'a remplacée, Ngoundiane n'a reçu que 80 millions. J'ai interpellé le ministre des collectivités territoriales. J'ai interpellé même le président de la République quand il l'a reçu le 9 octobre. Je le remercie encore une fois. Mais c'est l'occasion pour moi d'interpeller le ministre des Mines. Même le président de la République quand il l'a reçu le 9 octobre. Je le remercie encore une fois. Mais c'est l'occasion pour moi d'interpeller le ministre des Mines. Les terres des carrières sont dans le périmètre de Ngoundiane. Ngoundiane réclame son avoir. On va l'avoir. En Ngoundiane, l'environnement est dégradé et les populations ne savent plus où donner de la tête. Nous savons tous que les carrières sont aussi une source de pollution et de dégradation de l'environnement. D'une région jadis verdoyante, surtout avec la forêt classée qui jouxte les sites d'exploitation, notre terroir est devenu une zone aride, une situation partie due aux carrières et une réduction constante des superficies cultivables, surtout dans la zone ouest de Diack. Philippe Grissoul, le directeur général de Gécamines, estime que tout sera mis en œuvre pour accompagner les populations de Diack. Une maison des jeunes moderne a été entièrement construite et équipée par Gécamines dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise. Le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, a procédé à l'inauguration de cette infrastructure. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. 102.5, c'est la fréquence de RFM à Thiès. Le président du comité de gestion de l'école Manguier Jaraf Ibra Paye accuse la mairie de Gueule-Tapée Fass Colobane de vouloir installer une usine de transformation au sein de l'école. Il estime que cela est incompatible avec les enseignements. C'est pourquoi il demande l'arrêt des travaux. Moustapha Tchandoum est interrogé par Virginie Léontine Sagna. La mairie de Fass Gueule-Tapée Colobane, en partenariat avec des groupements féminins, veulent ériger un centre de formation ou de transformation dans notre école. Et il se trouve que l'école Manguier appartient à la communauté. L'école, comme vous le savez, appartient à la communauté. Et je ne sais pas pourquoi la commune de Fass Gueule-Tapée Colobane, qui est constituée de 3 quartiers, a choisi l'école Jaraf Ibra Paye pour venir dans cette école ériger un centre de formation pour donner ça à un groupement de femmes et que l'école appartient à la communauté. Ce que nous comptons faire, déjà nous avons commencé les démarches. Moi qui suis le président du comité de gestion de cette école, en accord avec le directeur qui fait partie du comité de gestion et le bureau, nous avons saisi l'IF, c'est-à-dire l'inspecteur de l'enseignement et de la formation. Et l'inspecteur aussi a saisi le préfet de Dakar pour que monsieur le maire donne autorisation pour qu'ils arrêtent les travaux qu'ils sont en train de faire dans notre école. Parce que là, comme vous le savez, nous n'avons même pas d'espace pour qu'on puisse ériger un centre dans notre école. Nous n'avons pas la force publique. Je suis venu pour dénoncer cette injustice parce que ce n'est pas normal que la commune soit constituée de tout cas quartier. Il y a presque une quinzaine ou une vingtaine d'écoles. Ils n'ont pas choisi une autre école pour y ériger vraiment ce centre. Et là, nous avons dit que nous n'en voulons pas. Il s'agit bien d'un centre de formation pour les femmes, précision du chargé de la coopération décentralisée à la mairie de Gueule-Tapée Fass Colobane. Il ajoute que ce qui gêne, c'est plutôt une sorte d'enclos aux abords de l'école. Abdoulaye Sarro, que je vous propose de suivre. On a été là-bas, je pense, la semaine dernière. C'est-à-dire que c'est un projet qui est logé au niveau de la commune, mais c'est l'ensemble des femmes de la commune qui sont concernées. Et ce n'est pas exactement une usine de transformation, c'est un centre de formation, céréales, fruits et légumes. C'est la Croix-Rouge sénégalaise et la Croix-Rouge espagnole qui nous ont contactés pour nous mettre dans une compétition internationale. Et durant cette compétition, la commune a été choisie pour abriter ce centre de formation
qui va permettre à nos femmes d'être autonomes, qui va prendre en charge l'ensemble des femmes de former dans leur secteur d'activité. Donc nous allons commencer par la formation de céréales d'abord, puis fruits et légumes. Donc c'est juste ça. Alors, cette école a été choisie parce que cette zone abritait les moutons, et cette zone était insalubre, et abritait, vraiment, c'était pas adéquat. Donc, raison pour laquelle, vu que cette partie était à côté des autres centres de formation qui continuent jusqu'à de la fosse, donc nous avons souhaité prendre 100 mètres carrés pour abriter cette centre de formation qui va prendre en charge l'ensemble des parents d'élèves d'ailleurs. Parce que toutes ces femmes ont leurs enfants dans cette école. L'Assemblée nationale a adopté le projet de budget 2020 du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Budget arrêté à plus de 191 milliards de francs CFA, montant qui a connu une hausse et qui va servir à résoudre les difficultés du secteur de la santé, en partie ces nombreuses difficultés évoquées par les députés et qui sont d'ordre multiple. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a émis le souhait d'apporter des solutions, surtout pour ce qui concerne les subventions, la livraison d'infrastructures sanitaires, entre autres. Compte rendu Nafissatou Silla. Structures de santé déficitaires ou qui manquent pratiquement de tout, matériel médical ou encore personnel de santé spécialisé entre autres. Autant de doléances émises par les députés, opposition comme assemblée. Majorité qui a d'ailleurs à 100% voté le budget alloué au ministère de la Santé et de l'Action sociale, plus de 191 milliards de francs CFA. Abdoulaye Diouf Sarr s'en réjouit. Non compte tenu du budget de la CMU, si la CMU rejoint le package du ministère de la Santé, notre budget est supérieur à 200 millions. Nous sommes en train donc d'aller vers les objectifs fixés à Abuja, à savoir 15% du budget national. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu une progression exponentielle de ce budget. Vous voyez donc que ce travail-là est en train de se faire correctement, mais nous sommes conscients qu'il y a encore du chemin à faire. Relever les plateaux médicaux à un niveau supérieur était aussi à l'ordre du jour. Nous sommes en train de réaliser 4 hôpitaux qui seront opérationnels dans le plan en 2020, plus tard. Nous venons d'ouvrir à l'hôpital Idrissa Pouye un deuxième centre d'angiographie, de la lithothérapie et énormément aussi de matériel que nous avons en vue pour l'acquisition. Il y a 12 milliards qui est prévu en 2020 pour équiper 23 hôpitaux et beaucoup de centres de santé et postes de santé. Il y a le centre national d'oncologie qu'on va démarrer. L'hôpital mère-enfant-famille de Diamniadio va ouvrir dans le courant du mois de janvier. Autre exigence, la subvention pour entretenir les structures sanitaires des communes qui souffrent de l'acte 3 de la décentralisation. Cette subvention doit tenir compte des performances. C'est pourquoi certainement dans la stratégie de répartition future, nous allons intégrer une dose performance importante. Parce que les Sénégalais attendent des résultats dans la répartition future des subventions. Nous allons tenir compte naturellement de la performance des établissements de santé. Plusieurs questions d'ordre sanitaire ont été soulevées dans l'hémicycle. Le ministre de la Santé a reconnu que beaucoup de choses restent à faire, mais soutient que le travail sera poursuivi. Nous allons poursuivre le journal Nafissatou Silla. Bonsoir, Abdou Diouf Junior. Bonsoir. Mamadou Amar Ndione. 2h24, Abdou Diouf Junior, très en forme. Coupe du monde de beach soccer. Le Sénégal n'a pas créé l'exploit. Les Lions sont tombés sur plus fort qu'eux. Le principal favori de la compétition a fait respecter son statut. Portugal 4, Sénégal 2. Fin de l'aventure paraguayenne. Les poulains de Ngala Sylla sont certes déçus, mais ils n'ont pas à rougir. Même s'il y a eu beaucoup de légèreté dans ce match des légèretés qui ont un peu affecté Ngala Sylla, qui pense qu'il y avait de la place quand même pour aller un peu plus loin. Écoutons le sélectionneur des Lions du beach soccer avec notre envoyé spécial au Paraguay, Soda Cham. On a bien rentré dans le match et après, du coup, les joueurs, on les reconnaît plus. Il y avait la précipitation, il y avait l'énervement, les nerfs étaient très tendus. Donc vraiment, après, on ne comprenait pas. Je reconnais à un certain moment, je ne reconnais plus l'équipe. Même après avoir égalisé, voilà, il fallait rester lucide.
parce qu'on a bien rentré dans le match, on a mené 1-0 et après voilà, ils viennent pour égaliser, mais après à un certain moment il fallait être calme. Mais si vous voyez bien, c'est parce qu'aujourd'hui il y avait trop de la précipitation, donc on a mélangé vitesse et précipitation et du coup on a marqué contre notre camp. Donc un but qui a pris au coup du jeu et après voilà, c'est fini. Le troisième but aussi, erreur technique, erreur de tactique, parce que sur une balle arrêtée, tous les 4 joueurs attaquent. Et après voilà, il reste là-bas le seul gardien, après 3 contre 1, c'est le 4e but. Et après voilà, il fallait courir derrière ces 3 buts d'écart. Et là vraiment c'était trop tard pour diminuer le score. Mais bon, encore une fois, c'est la loi du sport, on accepte vraiment après une grande déception. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de regrets parce que voilà, dans ce tournoi, on a vu qu'il y avait de la place quand même. Il y avait bien de la place pour aller plus loin. La Russie a pu décrocher sa place en demi. Le Brésil a fait les frais de la puissance des Russes qui, depuis quelques années quand même, se montrent de plus en plus réguliers à ce stade de la compétition. Russie 4, Brésil 3. La Russie qui avait battu le Sénégal en match de poule. Championnat ou bien football toujours, Abdou Diouf Junior, cette fois-ci sur le gazon. Ligue Europa, fin de la 5e journée. Séville 2, Karabakh 0, c'était prévisible, mais Sporting PSV Eindhoven, c'est quand même un score lourd. 4-0 pour les Portugais. Celtic Glasgow 3, Rennes 1. Lazio Rome 1, Cluj 0. Arsenal a perdu à domicile face à l'Eintracht Francfort, 1-2. Istanbul Beşiktaş a perdu à domicile lourdement d'ailleurs face aux Italiens de Rome. 3-0 pour les Italiens. Astana 2, Manchester United 1. C'est sans doute la plus grosse surprise de cette journée. Saint-Etienne et la Gantoise se sont partagés les points, 0 but partout. Fin de compétition donc pour Saint-Etienne. Éliminé. Saint-Etienne de Djoussé, le milieu de terrain sénégalais. Hassan Djoussé. Oui, Hassan Djoussé. Championnat européen, des matchs prévus dès ce vendredi. En France, la 15e journée démarre avec un match Marseille-Brest. En Espagne, la 15e journée va démarrer également avec un match Celta Vigo-Valladolid. En Allemagne, 13e journée, un match demain, Schalke 04, Union Berlin. Taekwondo, la fédération prépare ses futurs champions. En ligne de mire, les JOJ de 2022 prévus au Sénégal. Les jeunes sélectionnés suite à la campagne de détection vont être encadrés. Ils s'entraînent depuis quelques temps. Les grandes vacances vont être mises à profit pour organiser des stages fermés. Baladjei, président de la Fédération sénégalaise de taekwondo, que je vous propose d'écouter sur les détails de ces préparations, mais également sur les performances des équipes nationales ces derniers jours. Nous avons déjà effectué, la détection pour 2022 et qui ont commencé les entraînements depuis le début de la saison et qui s'entraînent 3 fois dans la semaine, les mercredis, les samedis, les dimanches, avec un programme bien détaillé et bien ficelé par la direction technique. Nous profitons aussi de toutes les grandes vacances au mois de décembre pour regrouper nos athlètes dans un camp d'entraînement pendant 1 semaine, voire 2 semaines. Ça dépend aussi de la période de fête. Les athlètes vont s'entraîner dans les mêmes conditions pour se préparer des grosses compétitions. Actuellement, nous sommes en phase de développement, c'est-à-dire que les athlètes ils font 3 jours d'entraînement dans la semaine parce qu'il y a les cours aussi. N'empêche que toutes les grandes vacances, on les regroupe dans un camp d'entraînement pour pouvoir les suivre vraiment pointus. Nous venons de finir en fait la formation des coachs avec 80 coachs qui ont été formés par la direction technique. Il y a même pas 1 semaine, nous avons l'équipe PUMSE, le World Cup ambassadeur de Corée, qui regroupe tous les pays en fait qui pratiquent le taekwondo. On peut dire que c'est un mini championnat du monde. On avait 3 combattants, donc le Sénégal est rentré avec 2 médailles d'or, 1 médaille de bronze, et l'équipe nationale combat a participé au dernier tournoi international de Paris qui regroupait 1500 combattants. On a déplacé 5 combattants. Nous avons obtenu 2 médailles de bronze au tournoi international de Paris avec Mustafa Kama et Matar Diao et Yassine Diao qui a fait quart de finale pour la première fois à une participation de compétition de G1. Donc elle a fait quart de finale, c'est un résultat encourageant. Rugby maintenant, Abdou Diouf Junior, qualification CAN 2020, le Sénégal, île Maurice, tout est fin prêt. Les Lions ne comptent pas laisser passer cette opportunité de se qualifier à domicile. Le Sénégal, en majorité composé de joueurs locaux, va se donner à fond pour faire plaisir au public du stade Léopold Sédar Senghor. Les fédéraux affirment avoir pris toutes les dispositions pour une bonne organisation. Nous écoutons là-dessus Omar Diagne, il est le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de rugby.
les entraînements des deux équipes aussi se passent très bien. Là, nous devons recevoir les officiels de match aujourd'hui. Donc, c'est la seule délégation qui reste à venir. Du côté de la fédération, tous les bonnes volontés, tous les bénévoles sont là. Ils sont là pour vraiment faire de telle sorte que l'organisation du match se passe très, très, très bien. Là, tout ce qu'on peut dire, alhamdoulilah, là, on est fin prêt pour recevoir, pour jouer ce match contre les Maurice. C'est un match très, 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 très important pour la suite, parce que c'est un match qualificatif pour la Coupe d'Afrique 2020. Donc, l'île Maurice, c'est la première fois que nous jouons contre l'île Maurice. Donc, ça va être un match pas du tout facile, mais on y croit parce que cette année, l'innovation est que l'équipe est composée de 20% des locaux. Donc, nous avons une équipe composée à 90% des joueurs qui viennent de la France. Donc, ça peut booster l'équipe, ça peut booster les supporters pour que le Sénégal remporter ce match contre pouvoir jouer la Coupe. Le match Sénégal-Île Maurice se joue au stade Léopold Sédar Senghor ce samedi. Ce sera à partir de 16h. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Nous avons parlé de beach soccer, de football, de taekwondo et de rugby. Vous avez été complet. Le tour du web sur RFM. Oumou Djeganyang. Journée nationale de l'élevage, les acteurs de la chaîne bien mobilisés pour des activités génératrices de revenus, c'est ce qu'on lit à la une de Dakaractu.com. Opération de sécurisation, la police arrête 219 individus dans la banlieue, a titré IGFM.sn. Selon nos confrères, ces individus ont été interpellés pour diverses infractions, dont vérification d'identité, ivresse, détention et trafic de chanvre indien, détention illégale d'armes blanches, entre autres, a indiqué la police qui vient de boucler cette opération. Au moment où Seneweb informe d'un meurtre à Pikine d'après une source qu'ils ont contactée, 2 jeunes hommes se bagarraient dans la rue et ont fini par mettre fin à la vie d'une dame du nom de Ndeye Diagne, belle-mère du célèbre prêcheur de la télévision Futur Média, Oustaz Pape Anne. L'un des jeunes a été arrêté et l'autre a pris la fuite. Il est activement recherché. Selon toujours Seneweb, le maître coranique et s'ils n'ont pas été libérés, Cheikhouna Gueye a introduit une demande de liberté provisoire, laquelle a été rejetée. Sont aussi en garde à vue 2 supposés coupables de l'affaire de la cocaïne saisie par la Marine nationale à l'aéroport international Blaise Diagne, nous apprend CNN News. Telle une armée mexicaine, l'Alliance pour la République n'hésite plus à se donner un spectacle, a fait savoir CNN+, selon qui l'enrichissement illicite de leurs membres serait à l'origine. Sur l'international, le groupe État islamique affirme dans un communiqué publié sur RFI.fr d'être à l'origine de l'accident qui a coûté la vie à 13 soldats français au Mali. Sport pour terminer, l'équipe sénégalaise de beach soccer est éliminée en quart de finale par l'équipe du Portugal. C'était tout pour ce tour du web. Merci d'avoir suivi. Merci Oumou Djeganyang. Nous entrons dans le quartier vert d'Amadou Sabarba. La COP25, conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, se tient du 2 au 13 décembre prochain à Madrid, en Espagne. Le Sénégal est prêt avec la validation récente de la contribution déterminée nationale. Cette feuille de route va participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une réunion de participation de la délégation sénégalaise à la COP25 et la validation technique de la CDN s'est tenue avec tous les acteurs impliqués. Suivons le compte-rendu de Oumou Kalsoumli. Le Sénégal veut réduire de 3% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2035. Les secteurs ciblés pour atteindre cet objectif sont l'énergie, l'agriculture durable, l'industrie, les transports routiers et ferroviaires. Madeleine Diouf-Sarr de la division changement climatique au ministère de l'Environnement. La question de la mise en œuvre des contributions déterminées nationales
national. Chaque pays a son engagement. À partir de 2020, chaque pays devra ce qu'on appelle dérouler sa mise en œuvre. Et pour cela, il faudrait que les pays discutent sur comment va se faire le système d'exécution et de rapportage de leur engagement. Cela est nécessaire parce que c'est là où on pourra effectivement suivre comment le processus du réchauffement climatique, en tout cas comment les pays vont contribuer pour limiter le réchauffement climatique d'ici un niveau de 2 degrés, voire 1,5 degrés. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, le Sénégal a consenti des efforts pour réduire des émissions de gaz à effet de serre tout en tenant compte des réalités socio-économiques. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Nous avons beaucoup de leviers sur lesquels nous pouvons actionner. L'exemple du BRT est là, qui illustre à suffisance que nous sommes engagés dans un programme pour promouvoir la baisse du niveau d'émission du carbone. L'autre élément, c'est la séquestration du carbone à travers, bien sûr, le reboisement. La délégation du Sénégal pour la COP25 sera composée d'experts issus des ministères, du secteur privé, de parlementaires et d'élus des collectivités locales, avec à sa tête le ministre de l'Environnement et du Développement durable. La nouvelle CDN revisitée présage de nouvelles stratégies face au climat, mais le marché du carbone et la recherche de financement semblent être le point d'achoppement. À ce propos, écoutons les explications d'Ousmane Falsar. Il est le président du Comité national sur les changements climatiques. La mobilisation des financements dont nous avons besoin pour pouvoir mettre en œuvre ces CDN. Il est bon quand même d'établir une feuille de route, mais la prochaine étape, c'est d'avoir une stratégie pour la mise en œuvre. Et à travers cette stratégie de mise en œuvre, il va falloir aussi avoir une stratégie de mobilisation des financements. Par rapport au marché carbone, dans le cadre de l'accord de Paris, il y a un article spécifiquement dédié à cela. C'est l'article 6, où il est prévu une coopération entre les nations pour pouvoir mutuellement réduire les émissions de gaz à effet de serre. La biodiversité et les aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, on en parle dans Quartier Vert. Un atelier de lancement d'un observatoire s'est tenu à Dakar mercredi. La rencontre a réuni des représentants des 16 pays de la CEDEAO. Objectif, promouvoir et faciliter des échanges d'informations de l'observatoire régional. Cet outil de collecte de données va permettre de protéger les ressources naturelles en général, en guise de conserver la nature. Le compte-rendu de Virginie Léontine Sagna. La protection de la biodiversité en Afrique de l'Ouest est une priorité. La mise en œuvre de l'Observatoire régional est un outil essentiel des dispositifs de conservation actuels et futurs. Cécile Tassin-Pelzer, chef de la coopération de l'Union européenne au Sénégal. Biopama donc, est un programme important de l'Union européenne pour la protection de la biodiversité. C'est un programme qui intervient dans les différentes régions de l'Afrique. Un instrument d'intégration régionale qui va promouvoir et faciliter les échanges d'informations avec divers utilisateurs en vue d'une meilleure gestion de la biodiversité. Aïssa Kabo, représentante de la commission de l'UEMOA à Dakar. Après sa mise en place, il s'agira d'abord de s'adapter aux différents dispositifs. Il s'agira pour tous les intervenants et en particulier pour l'UEMOA de mettre en place un plan d'action pour déjà fournir toutes les attentes, déjà pouvoir donner des données de base conformes aux attentes des populations et aussi montrer un engagement fort et favoriser l'adhésion de tous au problème de la biodiversité et des aires protégées. D'après le dernier rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, 1 million des espèces animales et végétales sont menacées d'extinction dans les prochaines décennies, un phénomène qui nécessite la prise de certaines mesures afin de protéger la biodiversité et les aires marines protégées. Cet observatoire régional va également permettre de générer des données et des informations fiables sur les marines protégées et les ressources naturelles. C'est dans le cadre du programme Biopama en collaboration avec l'Union internationale pour la conservation de la nature. Écoutons son directeur régional, Aliou Faye. Il est au micro de Virginie Léontine Sagna. L'observatoire est un outil qui nous permettra de générer des données et des informations fiables. D'abord sur les aires protégées, le statut, les différentes menaces et sur toutes les ressources naturelles de manière générale, la biodiversité. Sur la base de ces informations fiables et de données que nous collectons, nous les analysons et elles peuvent être utilisées pour servir d'aide à la prise de décision. Quartier Vert, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Santé, Saleh Nafissatou Silla. Bienvenue.
La pharmacorésistance de la tuberculose, c'est lorsque la bactérie responsable de la tuberculose, le bacille de Koch, n'est pas éliminée par le traitement composé de ces deux molécules. Principalement, c'est la rifampicine et l'isoniazid. Donc, lorsque ces deux molécules n'agissent plus sur le germe, on parlera de tuberculose multirésistante. C'est un phénomène qui est là depuis toujours, mais qui a pris de l'ampleur avec les manipulations de façon désorganisée des antibiotiques qui confèrent aux germes de la tuberculose une sélection des germes et donc une amplification de la résistance. Selon le docteur Aliou Niang du bureau prise en charge de la tuberculose multirésistante au programme national de lutte contre la tuberculose, au niveau mondial, on dénombre plus de 500 000 cas de tuberculose multirésistante et au Sénégal, les prévisions donnent à près de 320 cas. Mais pour cette forme de tuberculose, un traitement efficace existe aussi. Pour la tuberculose multirésistante, le traitement est plus long parce que nous avons fait appel à d'autres molécules, des molécules qui ne sont pas plus efficaces que les molécules que nous utilisons dans la tuberculose pharmacosensible. Donc le traitement va durer 18 à 20 mois pour les protocoles de l'OMS. Mais il y a un autre protocole en vigueur au Sénégal qui a montré son efficacité et ce protocole est de 9 à 11 mois avec pratiquement 6 à 7 molécules que nous utilisons de façon combinée pour avoir les résultats escomptés. Pour éviter la propagation de la maladie, des mesures idoines de protection s'imposent, comme pour la tuberculose pharmacosensible. Ces mesures de protection individuelles qui sont le port de masques chirurgicaux pour les malades et le port de masques FFP2 ou N95 pour le personnel ou bien les contacts de ces malades. Mais surtout ce qui est important pour la prévention de la tuberculose multirésistante, c'est de traiter et de bien traiter la tuberculose pharmacosensible. C'est tout pour Bonne Santé. Rendez-vous demain pour un autre numéro. RFM, la chronique du jour. La chronique du jeudi porte la signature d'Abdoulaye Ndiaye. Voilà en effet qu'est partie sur fond de polémique la guerre des chiffres entre ministères de tutelle et certains acteurs sur la quantité et la qualité de la production agricole globale. Sans entrer dans ces considérations, nous laissons à chaque partie la responsabilité de ces statistiques. Pour autant, l'on ne devrait pas occulter quelques vérités qui fondent tout bon diagnostic sur ce secteur, car il semble perdre du terrain d'une année à l'autre à travers quelques-unes de ces cultures de rente ou vivrières. Au point que l'on se demande si cela tient de l'appauvrissement de nos sols cultivables ou de la faiblesse de nos semences, toutes spéculations confondues. Ces facteurs objectifs, conjugués à une mauvaise répartition des pluies, déterminent une germination à pourcentage réduit pour quelques espèces constatées d'une saison hivernale à l'autre. Pire, certaines localités sont même identifiées comme celles des déficits pluviométriques chroniques. Ces réalités récurrentes font douter de l'efficacité des moyens mis dans notre agriculture, qu'ils soient évalués à coups de milliards, allant de l'appui aux intrants, aux efforts de mécanisation pour ne citer que cela. Résultat, c'est comme si notre secteur agricole arrivait difficilement à concilier les deux exigences que sont la réduction de la pauvreté dans un milieu rural à haute pression démographique et la nécessité d'assurer pleinement notre sécurité alimentaire. Et rappel pour rappel que sont devenues les ambitions marquantes définies sous l'appellation contenue dans le projet d'IPSE d'une agriculture au Sénégal secteur porteur. Que sont devenues ces ambitions énoncées à travers une prévision de chiffres dont les plus caractéristiques furent l'atteinte de 1 600 000 tonnes de riz paddy, plus de 1 million de tonnes d'arachides, auxquelles devait s'ajouter une activité horticole au rythme de production accéléré contribuant au positionnement de l'origine Sénégal dans les marchés internationaux. Nous sommes, au vu de tout cela, certes dans la phase de commercialisation de produits agricoles, mais il est à regretter que le secteur ne soit l'objet d'aucun débat d'évaluation de la production au sein du landerneau politique national. Il aurait, ce débat, aidé à mesurer les réussites et les échecs des stratégies publiques mises en place par ceux qui gouvernent. Surtout que nous parlons là d'un secteur vital pour notre économie qui engage le plus grand nombre de nos compatriotes. Mais c'est oublier que nous avons une classe politique composée pour une large part d'hommes et de femmes qui font le choix d'un jeu favori, celui fait de joutes verbales, de spéculation ou d'agitation politicienne. Les rares moments où le secteur présente de l'intérêt, sans être passé au crible, demeure le vote de son budget annuel à l'Assemblée nationale.
Il y a là à désespérer d'acteurs politiques qui nous semblent peu préoccupés du réel dans un monde paysan réduit au simple rang de vivier électoral. RFM, l'invité. L'invité de RFM soir à 22h47.